bonsoir à toutes et tous. Voilà, désolé pour le petit retard, on a eu un petit souci avec un des intervenants qui a eu voilà, un empêchement et donc il ne pourra pas venir ce soir. Mais on va quand même traiter des questions qu'on souhaitait aborder avec lui. Voilà, rien de tel qu'un apéro pour fêter le printemps. Alors bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui rejoignent un événement organisé par Changement pour l'égalité. Et voilà, nous espérons que c'est le début d'une longue et fructueuse aventure avec notre mouvement, qui est donc un mouvement pour les enseignants et porté par des enseignants. Alors, CG, c'est un mouvement sociopédagogique qui lutte depuis maintenant plus de 50 ans pour dénoncer comment l'école reproduit les inégalités sociales en inégalités scolaires. Alors, je ne vais pas présenter plus longuement CG. Vous avez la possibilité, après la conférence débat, de découvrir un petit peu plus CG, ses différentes facettes. Alors, les apéros éducation sont un exemple d'activité parmi d'autres à CG. Il y en a bien d'autres. Je l'évoquerai tout à la fin de la présentation. Quels sont les autres événements de CG. Mais donc, les apéros, ce sont des soirées, conférences, débats, qui se veulent un moment de réflexion et de mise en débat de questions politiques et aussi pédagogiques. Alors, ce soir, nous retournons en classe après avoir traité du thème de l'école du dehors lors du dernier apéro, qui, petite parenthèse, a eu lieu à Arlon. On essaye de décentraliser aussi les apéros éducation. Alors, au menu de ce soir, la langue de scolarisation. Des élèves éloignés de la langue de scolarisation et des enseignants qui ne se rendent pas toujours compte à quel point ils ou elles baignent dedans. Quel sacré défi! Alors, à travers les expériences partagées en formation continuée, nombreux sont les enseignants qui reconnaissent qu'enseigner les usages de la langue dans toutes ses dimensions, ce n'est pas aisé à mettre en œuvre. Et parmi les croyances bien ancrées, on peut entendre que les élèves sont en difficulté uniquement par manque de vocabulaire qu'il suffirait de combler. Il n'est pas rare non plus d'entendre des confusions régulières entre les différentes formes de dispositifs, ceux du DASPA, dédiés aux élèves primo-arrivants et assimilés, ceux propres à l'accompagnement français langue d'apprentissage, ou le FLA, à destination, des élèves avec une faible maîtrise de la langue française. Mais alors, le français langue de scolarisation, FLESCO, à qui est-il destiné et pourquoi? Et donc, après plusieurs années de mise en place de ces différents dispositifs, mais aussi du développement d'une offre de formation pour répondre aux besoins de terrain, quel bilan pouvons-nous réaliser? Quelles sont encore les zones d'ombre et de flou, ou encore quels sont les nouveaux défis et priorités par rapport à cette vigilance concernant le renforcement de la langue de scolarisation? Alors pour traiter ces questions, nous avions invité 3 intervenants. D'abord Sandrine Di Tullio, qui est formatrice et qui prendra le temps de poser le cadre et de distinguer le FLA, le FLESCO et le FLE. Elle questionnera ensuite la perception qu'ont les enseignants du manque de vocabulaire chez les élèves, pour ensuite s'arrêter sur les 2 grands axes de son dispositif de formation. Le changement de posture et le travail sur des aspects didactiques. Émilie Bailly, qui est enseignante primaire et aussi militante à Changement pour l'égalité, présentera le travail réalisé dans son école, notamment à partir d'une activité de création de récits et d'un tableau à double entrée. Elle pointera les difficultés et les leviers, le travail avec ses collègues. Alors, nous attendions Nicolas Guillot, qui, on lui avait demandé de partager son expérience de direction en mettant l'accent sur les aspects organisationnels. Et donc, comment cet enjeu s'est-il invité et sur base de quel constat? Comment ça a été implémenté dans le plan de pilotage et comment ça s'opérationnalisait
Donc voilà, ça c'était les différentes questions qu'on souhaitait voir avec lui, mais comme nos deux intervenantes du soir présentes ont de la ressource, elles pourront aussi témoigner sur ces questions, et donc elles auront un temps de parole un petit peu plus long. Et donc après leurs exposés, nous aurons donc l'occasion de discuter et de débattre de ces différents enjeux fondamentaux à la réussite scolaire. Voilà, sans plus tarder, je te passe la parole, Sandra. Merci Benoît. Bonsoir à tous. Donc Sandrine Di Tullio, j'ai eu la chance d'être enseignante d'abord, et ensuite j'ai été conseillère pédagogique et formatrice au secondaire et au fondamental pendant une dizaine d'années, plus spécifiquement sur la question de la langue de scolarisation. Je ne le suis plus depuis 2 mois, et quand on m'a proposé de participer, je me suis dit que ma foi, après 2 mois, je n'aurais pas tout perdu. Enfin, on l'espère. Voilà, et donc, en guise de préalable, vous dire que ce que je peux vous partager ce soir, c'est moi qui ai le micro ce soir, mais c'est le fruit vraiment d'une collaboration très serrée avec beaucoup d'enseignants, des collègues formidables, 2 sont dans la salle, par là, des directions qui ont accepté de tester des idées parfois un peu folles. Voilà, donc je suis la voix d'une cohorte de personnes invisibles, mais qui sont bien là et qui me permettent en fait de vous partager tout ça. Alors, en formation avec les enseignants, une idée forte nous a toujours guidés, donc je vais parler en nous, avec mes collègues, c'est partir vraiment d'un principe directeur simple qui guide à la fois la réflexion, le cœur est important, et la pratique. C'est se dire que la langue de l'école n'est la langue maternelle d'aucun enfant. Donc quand on accepte de poser le regard sur cette langue de l'école et de se dire mais finalement le français, langue maternelle d'un enfant, ou le français, langue seconde, c'est pas le français dont il va avoir le plus besoin à l'école. Cette langue de l'école, elle a des spécificités, et pour bon nombre d'élèves, c'est une langue étrangère. Alors, en quoi est-ce une langue étrangère? On va essayer, avec le temps qu'on a, d'ouvrir quelques boîtes ensemble. Et donc, sans entrer trop dans les spécificités des champs didactiques, parce que ce n'est pas l'objectif de ce soir, pour finalement avoir un langage commun, on peut s'arrêter un petit instant et se remettre un petit peu en tête quelques éléments de distinction qui permettent de faire un peu l'entonnoir vers cette langue scolaire. Donc, il y a beaucoup d'acronymes autour du français. On a le français langue maternelle, qui est donc le français que les enfants apprennent quand les parents sont francophones. Alors, le français langue étrangère, c'est un champ didactique qui va permettre de se débrouiller dans un temps limité quand on est dans un contexte de voyage, de déplacement. Et donc là, on va avoir besoin d'apprendre quelques mots de survie, mais ce français ne sera pas un français de la sphère sociale. Et donc, quand on apprend, par exemple, le vocabulaire des fruits et des légumes, l'intention, c'est plutôt de pouvoir aller faire ses courses au marché, mais ça peut se limiter à ça avec le français langue étrangère. Quand on parle de français langue seconde, là, on est plutôt dans une langue qui va être la langue de la sphère sociale. Et ça, c'est le cas de nombreux enfants et adolescents de nos écoles qui ont une autre langue maternelle que le français. Ce sont donc des enfants bilingues ou plurilingues. Je pense que vous le savez mieux que moi si vous êtes enseignant. Dans les classes aujourd'hui, on a vraiment des classes de plus en plus plurilingues, et donc beaucoup d'enfants pour qui le français est une langue seconde. Et puis on a le français langue de scolarisation, donc c'est le français dont on va vraiment parler ce soir, qui comporte des spécificités. Donc, apprendre le vocabulaire des fruits et des légumes pour de la communication familière, c'est du français langue étrangère ou du français langue seconde. Quand l'enfant va arriver à l'école, ce vocabulaire des fruits et des légumes, il va en avoir besoin effectivement, mais au service d'une tâche plus complexe. L'enseignant va activer des démarches mentales de classement. On va classer le règne animal, le règne végétal, on va comparer. Puis on va hiérarchiser dans des groupes emboîtés, on va décrire des chaînes alimentaires. Et c'est là, le premier constat qu'on peut faire, c'est que connaître le vocabulaire des fruits, des légumes ou des animaux n'est pas suffisant
pour décrire la hiérarchie d'une pyramide alimentaire. Donc, l'apprentissage du lexique en français langue étrangère se fait au service de la communication familière. L'apprentissage à l'école, il va servir à comparer, hiérarchiser, on va être dans des tâches plus complexes. Et donc, ce qui va être différent de la langue de la maison, sauf si papa et ou maman sont profs, c'est qu'on va activer des apprentissages cognitifs liés aux démarches mentales, mais ces démarches mentales vont s'accompagner d'un langage spécifique. Et là, on est sur une des spécificités de la langue scolaire. C'est que l'école va attendre que l'enfant verbalise le chemin de la pensée. Et ça, à la maison, a priori, on ne l'apprend pas. Voilà, donc ça, c'est déjà une première distinction. Pour pouvoir travailler, il y a une définition de la langue scolaire qui est très utile et qui a été, je dirais, adaptée des travaux de Nicole Wouters, qui a travaillé avec des ressources comme Vert de Lambourgade, Gérard Vignier. Et donc, elle a adapté de tous ces travaux plus scientifiques une définition qui est assez opérationnelle quand on travaille avec les enseignants. C'est se dire que la langue scolaire, on peut l'envisager sous 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, en fait, elles reviennent comme si c'était un champ didactique des langues étrangères. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que quand on observe cette définition, on se rend compte qu'on est sur un champ didactique, donc une méthode d'enseignement d'une langue étrangère. Donc la première dimension, c'est que l'enfant est en réception de toute une série de discours. Donc l'oral de l'enseignant, les supports textes, les graphiques, les cartes, les plans. L'enfant va entendre toute une série de mots nouveaux, bien entendu le vocabulaire, un vocabulaire qui est en français assez polysémique. Quelle est la différence entre une chaîne de vélo, la chaîne, le bijou et une chaîne alimentaire? Quelle va être l'analogie entre la communication familière et le concept? Mais pas que. Autour de ce vocabulaire, il y a tous les supports, tous les visuels, les affichages en classe, tout ce que vous allez mobiliser aussi comme représentation graphique, visuelle, les audios, les vidéos que vous allez utiliser. Donc là, l'enfant est vraiment en réception d'une multitude d'informations et de supports. La seconde dimension de la définition, c'est que c'est le langage qui accompagne et structure la pensée. C'est la langue des démarches mentales. Donc là, c'est la boîte noire. Et ce que les enseignants ont souvent partagé, c'est finalement la boîte la plus difficile à discerner. C'est comment est-ce que je vois que l'élève a compris. Donc cognitivement, comment est-ce qu'il a compris ce que c'est que comparer ou classer. Et puis, il y a le langage qui permet à l'enfant de traduire la comparaison, le classement, la catégorisation. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans ma formation initiale d'enseignant, on ne m'a jamais parlé de ce langage qui accompagne et structure la pensée. Or, et on va le voir dans quelques minutes, si on prend les référentiels du tronc commun, les programmes, s'il y a bien une autoroute, c'est celle-là. S'il y a bien une autoroute qu'on vous demande de prendre avec les enfants, c'est le langage qui structure la pensée. Alors, la troisième dimension de cette définition, ça va être la dimension de production. Donc, on est dans un cycle où l'enfant est en réception, il structure sa pensée, et puis on attend de lui, en production, qu'il puisse répondre à des questions ou des consignes pour manifester sa compréhension. Et donc, ce n'est pas une suite séquentielle où c'est d'abord réception, structuration de la pensée, puis production, ce serait cadeau. Non, en fait, c'est un cycle perpétuel et c'est une spirale infernale dans laquelle l'enfant et vous êtes plongés toute la journée. Donc, cette définition-là, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que quand on est en difficulté, quand on est face à sa classe et qu'on se dit « mais waouh, ok, la langue de scolarisation, je commence à voir de quoi on parle, mais par où je vais en fait ?» Il y a une tendance naturelle des enseignants, c'est de se dire « on va travailler le vocabulaire des consignes ». Et en fait, si on est ok avec cette définition, on est en bout de chaîne en fait. On est au bout de la chaîne de production. Et donc, l'invitation que mes collègues et moi on faisait aux enseignants, c'était plutôt que de mettre le paquet sur les consignes et l'évaluation, c'était de revenir au début de la chaîne et de s'intéresser à ce que l'enfant reçoit et comprend.
Et puis, ben, les écoles avec qui on a pu travailler comme ça un peu en laboratoire sur un temps plus long, ben, on s'est rendu compte que naturellement, la question des consignes était moins brûlante. Parce que le fait d'avoir mis le paquet sur la réception et la structuration de la pensée, ben, en fait, ça réglait une bonne partie, pas tout, hein, bien entendu, mais il y avait quelque chose qui s'allégeait autour du langage des consignes. Voilà, ça c'est un partage que je vous fais. Donc voilà, voilà 3 portes d'entrée qui permettent de commencer à travailler avec les élèves. Et donc, pour résumer ce qu'est la langue de scolarisation, ben à la maison, on va parler des animaux. Donc l'enfant va entendre dire à la ferme, j'ai vu des vaches et des poules. À l'école, on va parler et écrire sur les animaux. Et là, l'enfant va devoir pouvoir dire, écrire et expliquer, parce que la grande spécialité de l'école, c'est « et pourquoi ?» Je les mets ensemble parce qu'ils ont des propriétés identiques. Et là, effectivement, on a des mots spécifiques. Il y a ensemble, propriété identique. On pourrait se dire, ben oui, c'est du vocabulaire. Ben non, en fait, ce n'est pas que des mots. Ce sont des mots qui, mis ensemble, expriment que l'enfant a compris la démarche mentale du classement et de la catégorisation. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire une distinction entre FLA et français langue de scolarisation. Est-ce que le FLA vous brûle encore ou... Donc, en quelques mots, le FLA, ce n'est pas du tout un champ didactique du français. Hein, c'est un acronyme qui a fait son apparition avec le décret d'ASPA. C'est en fait un dispositif qui est une réponse politique à la difficulté langagière d'élèves dits vulnérables. Donc on est plutôt sur un usage d'heures générées par un test FLA raté. Hein, vous me suivez, vous voyez de quoi je parle. Hein. Et donc là, on est sur une question de profil dit spécifique. Sauf que ces tests FLA ont révélé qu'il y avait parfois dans certaines écoles l'ensemble de l'école qui était en difficulté avec la langue scolaire. Hein. Mais donc, une fois que les écoles ont reçu leurs heures FLA, ben, en fait, les enseignants qui recevaient les heures cherchaient sur Internet FLA, 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 mais ne retombaient que sur le décret. Parce qu'en fait, ce n'est pas un champ didactique. Le champ didactique, c'est français langue de scolarisation. Et donc, dans un monde idéal, les heures FLA auraient servi, serviront à l'enseignement de la langue de scolarisation. Voilà. Si vous avez des questions, on y répondra après. Alors, en formation, quels enjeux, quels besoins? Donc, là, je vais parcourir avec vous un peu ce à quoi, enfin, quelques observations vraiment de formatrices. En fait, l'enjeu autour de cette question de la langue scolaire, c'est vraiment cette croyance encore assez répandue que le FLESCO, c'est pour les élèves allophones. Il y a encore vraiment, dans beaucoup d'écoles, j'entends même encore parfois, oui, c'est pour les écoles de Bruxelles, ça. Donc, oui. Donc, il y a encore un travail vraiment d'information à faire pour que les enseignants et les directions se sentent concernés par la langue de scolarisation, au sens où cette langue de l'école, elle concerne tous les profils d'élèves. Les francophones qui ont un code langagier plutôt élaboré, mais qui peuvent être en difficulté avec la langue de l'école, les élèves français langue seconde, les élèves allophones. Tout élève a besoin d'apprendre la langue de l'école, quel que soit son profil. Et donc, les formations langue de scolarisation, elles s'adressent à toutes les écoles, à tous les enseignants. D'ailleurs, c'est bien pour ça aussi que c'est devenu un élément transversal dans les référentiels. Il n'y a pas un public à qui se destine le FLESCO, si ce n'est les 900 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les, je ne sais plus, 160 000 profs. Une fois qu'il y a ce premier palier finalement de se dire, ben oui, en fait, on est tous concernés, cette langue de l'école, elle est difficile, ou en tout cas, elle peut poser obstacle pour tous les élèves potentiellement, ben, il y a l'idée de s'engager dans un processus de formation, parce que jusqu'à présent, nos formations initiales ne nous ont pas formés à l'enseignement de ce français, je dirais, de manière explicite et transparente. Et on sait que dans le contexte actuel, s'engager dans un processus de formation, c'est coûteux. Encore du changement.
hein. Donc, si déjà on arrive à ce palier-là, ben après, la deuxième étape, c'est choisir parmi les offres. Il y a des offres de formation collective, des offres de formation individuelle. Et là, ben, il y a des questions qui se posent, je n'ai pas les réponses, mais c'est quel sens ça a pour moi de m'engager dans un processus individuel alors que je vais découvrir qu'en fait, le levier le plus puissant, ça va être la concertation. Comment je vais faire, moi, quand je vais revenir dans mon école, avec cette formation qui va bouleverser mes représentations, comment je vais faire avec mon équipe. Donc, est-ce que finalement, s'engager dans un processus collectif, et donc ça, c'est aussi des questions de pilotage d'établissement. C'est des questions que les directions se posent. Quel sens je donne à l'offre collective, à l'offre individuelle. Il y a aussi une autre question, c'est est-ce que l'offre en formation de français langue de scolarisation est suffisante? Est-ce qu'elle répond à la demande? Est-ce qu'elle est qualitative? Ce sont des vraies questions et je n'ai pas les réponses. Est-ce qu'il y a assez de formateurs français langue de scolarisation? Qui les forme? Comme tout est nouveau, finalement, on est encore à se poser ces questions. Ensuite, une fois qu'on est engagé dans le processus de formation, on se rend compte que les formateurs, ils viennent quand même bien questionner nos évidences, on est un peu là pour ça aussi. Donc, c'est accepter finalement de se laisser questionner ses propres schémas, ses propres croyances, notamment la croyance la plus forte qui est que la langue de scolarisation, c'est du vocabulaire. Et donc, quand on accepte de se laisser bousculer et de se dire « Ok, d'accord, moi, ça fait 20 ans que je me dis que la langue, c'est du vocabulaire, j'entends que c'est pas que ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais dire non, j'en veux pas, ou est-ce que j'accepte de mettre une autre paire de lunettes et peut-être de modifier ma pratique? Et puis en formation, un autre principe sur lequel vraiment on s'appuie très fort, c'est le fait de s'appuyer sur le collectif. À la fois s'appuyer sur le collectif classe, et donc comme l'a souvent dit Nicole Wouters, faire de la classe une communauté discursive, c'est-à-dire là, on est sur un principe de didactique des langues qui est très simple. Pour apprendre une langue, il faut la parler. Or, quand on est en classe avec les élèves, je vous invite à vous fermer les yeux et à vous reprojeter dans vos classes, qui parle le plus? Et donc, si nos élèves ont à apprendre cette langue de l'école, il faut idéalement, il doit y avoir de l'espace pour pouvoir la parler. Et donc, c'est accepter finalement de re-questionner la place de la parole de l'élève en classe. Qui parle le plus? Un jour, j'ai une enseignante en formation qui m'a dit « Finalement, je considère que ma leçon est réussie si mes élèves ont parlé plus que moi. » Pourquoi pas? Et s'appuyer sur le collectif aussi, c'est-à-dire sur l'équipe pédagogique. Et donc là, je vais illustrer ce principe-là par un exemple très concret que je propose aux enseignants en formation. Et puis alors, surtout, très important, cher à mon cœur, cher à nos cœurs, c'est une approche non déficitaire. Donc c'est l'idée d'avoir un regard sur les enseignants en formation et de se dire que tout ce que l'enseignant fait, tous les choix qu'il pose, il a une bonne raison de le faire. Et que tout n'est pas à changer. Il y a déjà vraiment énormément, tout est là en fait avec le FLESCO. Pour changer sa pratique, en fait, c'est pas refaire ses cours. Le FLESCO, c'est pas une discipline. C'est simplement, je peux pas dire ça. C'est placer le spot du Super Bowl en dessous de ses feuilles de cours et de se dire où est la langue. Mais tout est là en fait. Et cette approche non déficitaire, elle permet vraiment de rassurer les enseignants, de chauffer à blanc le sentiment de compétence qui est parfois bien mis à mal pour certains, et avec l'espoir que cette approche non déficitaire, elle percole sur les élèves. L'élève qui est en difficulté, l'élève qui ne sait pas, il a aussi une bonne raison d'être en difficulté ou de ne pas savoir. Voilà, ça c'est un peu les principes avec lesquels on a travaillé sur cette formation à la fois au secondaire et au fondamental. Alors on va aller dans le concret parce que tout ça c'est bien beau, c'était des beaux mots, des belles paroles. Concrètement, on propose aux enseignants de rendre visible le chemin de la pensée. C'est une manière de commencer le travail. Et donc, ok,
en classe, on a des apprentissages. Qu'est-ce qu'on trouve dans les apprentissages? Il y a des mots, oui, il y a du vocabulaire, mais il y a aussi des concepts. Hein, le concept d'inclusion, le concept d'emboîtement, le concept d'addition, c'est pas que des mots. Derrière ces concepts, il y a des opérations cognitives complexes. Il y a des genres de textes, des supports variés, beaucoup de consignes, et derrière ces consignes, des verbes opérateurs, des processus cognitifs et du langage. Vous voyez que le « et » est en capital, ça veut dire que je le crie. Et le langage. Et donc, on propose aux enseignants de réfléchir, tiens, à partir de n'importe quel apprentissage, quelle démarche mentale vous activez chez les élèves et quelles vont être les petites phrases, les structures langagières dont l'enfant va avoir besoin pour montrer qu'il a compris et réalisé la tâche. Et donc, les démarches mentales, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'autoroute de nos programmes. En fait, quand on regarde les programmes, on s'aperçoit que les démarches mentales, en fait, elles sont pas, il n'y en a pas 180. C'est toujours les mêmes. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, les démarches mentales que l'école active, elles sont en 4 grandes familles qui sont classées, catégorisées, ordonnées, mettre en lien et modélisées. Et à l'intérieur de ces 4 familles de démarches mentales, on va retrouver une déclinaison d'autres démarches qui permettent d'arriver à... Donc, pour pouvoir classer, nécessairement, il faut observer. Voilà. Et donc là, vous me direz, ok, tout ça c'est bien, mais en quoi est-ce que c'est transversal? Et donc, il y a 2 ans, je me suis amusée à faire un petit exercice à la François Pignon. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment transversal tout ça? Et donc, j'ai pris les programmes de mon réseau, donc moi je viens du réseau libre, et, alors n'ayez pas peur, je ne vais pas tout détailler, mais c'est une slide qui peut être intéressante. Donc j'ai pris les nouveaux programmes du maternel, de P1, P2, de P3, P4, et il faudrait ajouter maintenant P5, P6, et j'ai cherché les occurrences des démarches mentales dans les programmes. Et si on prend, on va en prendre une. Si on prend, on va prendre classé, on voit qu'en maternelle, il y a 122 occurrences, donc ça veut dire à la fois dans les attendus et dans les apprentissages. Puis on en a 64 en P1, P2, 67 en P3, P4, donc toutes disciplines confondues. On voit par exemple que observer est quand même le grand champion, 463, 494, 491. Voilà. Et donc cette petite recherche, elle a confirmé à quel point les démarches mentales sont activées dans tous les apprentissages, dans toutes les disciplines. Et donc, si on enseigne explicitement aux enfants les structures langagières de ces démarches mentales, je pense qu'on fait une économie d'échelle. On peut le voir comme ça. Et donc, illustration concrète, sinon je vais prendre trop de temps pour toi. Donc, en formation, on propose aux enseignants de se mettre en cycle et à partir d'un apprentissage, donc par exemple en maternelle M3 mathématiques, classer et trier des figures selon le nombre de côtés. En P1, P2, classer des écrits en utilisant un éventail de critères. En P3, P4, classer des situations en 2 catégories pour observer lumière artificielle, lumière naturelle. Et en P5, P6, classer des traces du passé selon leur nature. Donc là, on est sur des disciplines différentes, des contenus différents, mais le point commun, c'est qu'on va activer la démarche mentale classée. Et pour pouvoir réaliser l'attendu, bien sûr qu'il va y avoir du vocabulaire spécifique, mais il va y avoir aussi on a appelé ça des phrases gabarits. Et donc, avec les enseignants, on leur propose d'identifier en amont d'un apprentissage ces petites phrases gabarits à enseigner explicitement aux enfants, qu'ils vont d'abord répéter en imitant l'enseignant, parce qu'on apprend aussi en imitant, et ça n'est pas mal. Quand on ne sait pas, on peut imiter, vraiment, ça peut marcher. Et donc voilà, par exemple, quelques phrases gabarits qui permettent de parler du classement. Il y a, il n'y a pas. Je le mets avec parce que. Ils vont ensemble parce que. Et ces petites structures langagières, on va pouvoir les utiliser pour classer des solides et des figures, pour classer les traces du passé, pour classer la lumière en sciences. Voilà. Et donc,
Ce travail prend quelques heures, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes, on fait ça sur une matinée ou une après-midi. Et voilà un exemple de ce à quoi on peut arriver. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais donc ça, c'est la synthèse de toute une équipe pédagogique d'une école fondamentale, donc une vingtaine de profs. Et on a la progression langagière de M1 à P6 avec les phrases gabarit qui vont permettre aux enfants de 2 ans et demi à 12 ans d'expliquer ou de parler d'un classement. Et ce document est devenu un document de concertation. Et en sortant de la formation, les enseignants ont dit on va faire la même chose pour les autres démarches mentales. Hein. Donc, voilà. Alors, voilà en quelques heures à quoi on peut arriver. L'enjeu, évidemment, c'est que ce document devienne du discours dans la classe. Évidemment. Ça, c'est le boulot du transfert. Donc voilà un exemple de comment on peut, par quel bout on peut prendre l'enseignement de cette langue de scolarisation. Et donc je terminerai par le petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la belle invitation que Benoît a mise en page, c'est un iceberg. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Non? Oui? Quelqu'un? Oui? Alors pourquoi un iceberg? En fait, on peut voir la langue de scolarisation comme un iceberg. En tout cas, jusqu'à présent, on peut se dire que pour bon nombre d'entre nous, la langue de scolarisation, c'est finalement ce qui est visible, ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. C'est ce qu'on nous a appris en fait en tant qu'enseignants. Ce sont les normes linguistiques, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Donc, c'est se dire que sous la ligne de flottaison, en fait, c'est surtout là qu'elle est la langue de scolarisation. Elle est dans ce qu'on a appelé l'axe discursif, donc c'est tous les discours, les genres de textes, tous les supports et les démarches mentales, le langage des démarches mentales qui est nécessaire en fait à la compréhension de tous ces supports. Et puis bien entendu, il y a un axe culturel et c'est là qu'on va retrouver notamment le rapport au savoir, le changement de paradigme, le contexte, la réforme, les politiques éducatives, les conceptions de l'intelligence des enseignants, enfin, voilà, toute une série de choses. Et donc, voilà, s'intéresser à la langue de scolarisation pour sa classe, c'est peut-être d'abord se dire, est-ce que je suis d'accord, moi, avec cet iceberg? Où est-ce que je me situe? Est-ce que j'ai plutôt tendance à croire que cette langue, elle est au-dessus de la ligne de flottaison, ou est-ce que j'accepte de plonger et aller m'intéresser à cette langue, notamment des démarches mentales, mais pas que. Voilà, je vais céder la parole à Émilie. J'espère que je ne t'ai pas pris tout ton temps. Merci. Donc, je vais d'abord redire un tout petit mot pour me situer. Donc, je suis enseignante en P1, P2 dans un établissement d'encadrement différencié depuis une vingtaine d'années. Et cette année, j'ai les heures d'accompagnement personnalisé dans cette même école où j'ai enseigné la totalité de ma carrière quasiment. Et en plus de ça, ça fait 4 ans qu'on creuse avec Sandrine Grosjean, qui travaille à CG, qui est responsable de formation, la question du FLESCO, et je donne avec elle les formations sur cette thématique. Et je voulais, avec vous, me concentrer sur 2 fils rouges qui sont un peu le résultat de la réflexion de ces 4 années où j'ai creusé la question et comment, dans mes pratiques, en classe avec mes collègues, comment ça a percolé et ce qui, moi, m'a aidé. Alors, le premier fil, c'est la scripturalité du langage. Donc, ce passage, Sandrine a parlé du discours des enseignants, cette oralité qui va aller de plus en plus vers une structure proche de l'écrit. Comment est-ce qu'on la développe avec les enfants? Comment est-ce qu'on les amène à cette perception du langage des savoirs? Et le deuxième outil, entre guillemets, qui m'a servi, c'est vraiment de chausser mes lunettes FLESCO avec les 3 aspects dont Sandrine a parlé, donc à savoir le langage des savoirs, des disciplines,
le langage des démarches mentales et le langage propre aux consignes, aux synthèses et aux exercices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a tenu beaucoup de place dans mon regard sur les dispositifs qu'on a mis en place. Alors, ce n'est pas du tout la panacée, c'est vraiment plus l'état des réflexions telles qu'elles sont là maintenant. Et pour ça, je vais partager une pratique qu'on a mise en place et imaginée avec mes 2 collègues de P2, donc de 2e primaire, qui sont composés de 29 élèves sur les 2 classes. Et on a réparti mes heures d'accompagnement, donc 3 heures chaque classe, 6 heures, mais en pensant collectif, donc en pensant 6 heures pour 2 groupes, ce qui nous fait, mais on a 6 heures par semaine, à 3 pour nous occuper d'une trentaine d'enfants. Donc ce dispositif, notre objectif c'était d'écrire une histoire en partant de 2 images sans texte. Donc c'est sorti d'un album, donc vous avez quelques exemples, le miel, la ruche, les fleurs qui se transforment en pommes, les œufs qui se transforment, qui éclosent et on voit la maman qui les nourrit, et puis le maïs qui peut se transformer en popcorn. Le but était vraiment de partir d'un dispositif oral pour aller vers l'écrit en utilisant le vocabulaire propre à la chronologie, donc les petits mots, les connecteurs temporels, après, ensuite, etc. Et vraiment apprendre à structurer leur histoire. Donc voilà, je l'ai dit, les petits mots, la chronologie. Donc pour ça, on s'est appuyé sur le collectif, autant pour les profs que pour les élèves, donc déjà en communautarisant les heures, donc l'organisation, les deux titulaires, plus moi, des temps de préparation à 3, de la concertation, du temps à dégager, voilà, il faut s'organiser, des temps de révision en cours de route du dispositif, puisqu'on a alterné des temps en groupe classe, des temps en groupe hétérogène partagé, des temps où ils étaient uniquement avec moi. Donc on a vraiment varié ces répartitions de tâches, de rôles, ce qui a permis quand même de dégager un peu de temps pour mes collègues aussi, parce que j'étais partie prenante dans le dispositif et donc en tant que support matériel didactique, je centralisais pas mal de choses. Et pour les élèves, les 3 groupes hétérogènes à partir des 2 groupes classes, des temps en groupe classe, et à l'intérieur des groupes hétérogènes, des temps en sous-groupe, en groupe restreint, donc 3-4 élèves maximum. Donc il y a vraiment une variation des temps pour permettre différents moments de verbalisation, autant des moments d'institutionnalisation collectif, on faisait vraiment qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en retenir, quels vont être les objectifs futurs, mais aussi des temps d'étayage par les pairs, donc beaucoup de petits temps de discussion entre eux, donc à 3 ou 4 élèves, et puis des temps de mise en commun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraissait fondamental. Donc le collectif pour les enfants, pour les enseignants, se dégager du temps, ça peut être un frein, mais en même temps, c'est tellement porteur. Et alors, la personne qui vient, pour l'avoir vécu, je n'ai pas débarqué dans leur classe en disant « mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Donc la première partie, ça a été verbalisation collective. Donc ça s'est déroulé en groupe classe. Donc chaque collègue avec son groupe classe est parti des images, les a fait travailler en sous-groupe et ils devaient verbaliser eux-mêmes, justifier, expliquer pourquoi ils plaçaient une telle image avant l'autre. Donc arrivaient vraiment à utiliser la structure parce que de justification, donc quelque part les démarches mentales. Puis ils ont fait un compte-rendu de ces éléments. Chaque groupe est venu présenter les résultats et il y a des discussions qui sont installées entre les enfants. Donc ça nous a permis de faire émerger non seulement le vocabulaire propre au contexte que les images amenaient, donc puisque voilà, ça enrichit quand même, propre à la chronologie. Là, on est plus
dans des termes bien spécifiques, mais en même temps propres aux démarches mentales, puisqu'ils devaient justifier, argumenter. Donc on est vraiment dans cette alternance des trois aspects de la langue de scolarisation. Donc encore une fois, c'est prendre le temps de structurer les moments d'échange, structurer les moments de parole entre les enfants, et puis prendre le temps d'un retour en collectif pour observer les différentes productions, les différents constats que les enfants relevaient, en disant ben non, on n'a pas utilisé ce mot-là, on n'a pas utilisé après, mais on a utilisé ensuite, et puis on a et puis voilà, tous ces petits mots sont apparus, et elles ont repris cette séquence-là à 2 reprises. Ensuite, on a créé 3 groupes complètement hétérogènes à partir des 2 classes, et là c'est moi qui les ai accompagnés. Alors les répétitions, ils avaient déjà vécu 2 fois la séquence avec les images et repris le vocabulaire de la chronologie, des images pour essayer de faciliter à des élèves allophones aussi, ce qui permettait une reprise et d'ancrer un peu les mots pour qu'ils puissent faire partie de l'activité aussi sans être complètement déconnectés, avec des petits imagiers qui ont été ajoutés pour ces enfants-là exprès. Ils ont pris un temps d'échange à 3, assez court, pour se remémorer ce qu'ils avaient dit, et puis on a pris un temps pour vraiment structurer les mots de la chronologie. Et en même temps, ça ne perdait pas de sens, puisque moi, je ne les avais pas encore entendus, ce sujet-là. Donc, ils étaient dans une réelle situation de communication pour m'expliquer ce qu'ils avaient vécu avec chaque titulaire. Donc là, voilà, se mettre d'accord, organiser les mots et mettre du sens dans la communication aussi. Donc le résultat, c'est qu'en classe, petit à petit, par discussion entre eux, on a tracé notre ligne du temps. Quelque part, il y avait la ligne de flottaison, maintenant il y a la ligne du temps. On a étayé avec leur production, on a ajouté petit à petit sur un grand tableau visible en classe les mots qui se sont affichés au fur et à mesure des discussions. Ça, c'était un premier temps. Ensuite, il a fallu créer le récit. Donc, ils étaient dans un langage oral et ils doivent passer à un langage écrit. Et ce ne fut pas une mince affaire. Donc, pas de souci. Donc, sur les 9 sous-groupes en tout, que j'ai pris en 3 fois 3 groupes, je pense. On est sur des séquences à long terme. Hein. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, c'est quelque chose qui est un investissement temps important. Donc, par 3-4 élèves, à partir de 2 images qu'ils ont choisies, ils devaient échanger leurs idées, organiser la parole et structurer le récit pour le raconter aux autres. Donc, ils n'ont que 2 images et doivent imaginer les étapes qui peuvent se passer en termes de résultats. Donc, on a vraiment ce langage oral avec les enfants. Mais non, il va se passer d'abord ça, mais enfin, tu vois le truc, le machin, en fait, non, moi je pense. Donc, on avait tout ce langage oral et la consigne était de dire « Ah non, on passe à un écrit comme une histoire ». Donc, ça demande pas mal de réflexion et de se dire « On va comparer avec des histoires. Est-ce qu'on voit tous ces petits mots ? Tu vois, en fait, non ». Donc, on a travaillé aussi avec des enregistrements pour qu'ils puissent s'entendre. Donc, s'entendre raconter l'histoire et identifier les répétitions, les petits mots parasites et se dire tiens, ça on ne l'entend pas. Donc il y a vraiment un temps sous-groupe où on enregistrait des passages, des temps de questionnement avec moi en disant par exemple les verbes faire, mettre qui sont passe-partout, travailler cette précision, cet enrichissement aussi de verbes plus précis et s'écouter ensemble. Donc à la fin des séances, on a fait ça 2 fois pour améliorer chaque fois et avoir une trace, garder une trace et la voir évoluer. Donc s'écouter en collectif, partager ce qu'on comprend, partager ce qu'on ne comprend pas, des questions qu'on
constater les répétitions aussi. On dit tout le temps après, ou là tu dis tout le temps enfin voilà. Il y avait aussi un travail que mes collègues font et que je fais avec elles en parallèle sur l'affluence, où on travaille l'intonation, on a travaillé pas mal de choses aussi en lien avec ce projet. Donc la question de fond, c'était, va-t-on l'écrire comme on parle? Donc ça, c'était vraiment notre leitmotiv. Est-ce que ce langage est identique? Donc voilà, des séances avec moi, des titulaires qui réécoutent après avec les enfants, puisqu'on se passe les enregistrements sur le drive de l'école. Donc on a accès, ils y ont accès avec des tablettes également. Puis à partir de là, ils ont... Hop, je m'arrête. Donc, à partir de là, ils ont dû écrire, se servir des enregistrements qu'ils avaient faits pour écrire leur récit et présenter les panneaux aux autres. Là, je vais vous partager un extrait audio d'un des enregistrements qui est la deuxième version. Donc, il y a déjà eu des améliorations, des corrections. Et vous verrez que malgré toute mon attention, je me fais complètement piéger par les enfants et j'ai trop parlé. Alors, je vais essayer. La technique qu'on a eue tantôt, c'est de mettre le micro près du son de l'ordinateur pour que vous entendiez. Youssef, Nathan, Noah, Est-ce que ça et va? Maïs, groupe 3. Au début, le petit-fils du Vous entendez? monsieur a planté une graine de maïs. Après, la graine de maïs a poussé. Et après, Ensuite, le petit-fils, quand il était bien mûr, il l'a fait sécher. Et après, il l'a fait cuire dans un micro-ondes. Et ensuite, il les a pris pour les manger. il les a versés dans un pot pour les manger. Et ça, c'est plutôt enfin. Il les met dans un pot, il les verse dans un pot pour les manger. Et il ajoute quelque chose? Il ajoute du sucre. Voilà le résultat du deuxième enregistrement. Donc, je vous rappelle qu'ils n'ont que ces deux images-là. Et c'était un peu un format je touche et je raconte pour aller de la première image à la deuxième. Je touche, je raconte. Et vous voyez que j'ai faussé le constat des répétitions en suggérant un autre mot lien. Et alors, je n'ai pas voulu perdre tous les éléments qu'ils avaient amenés pendant leur discussion orale et qui se perdent pendant leur enregistrement parce que c'est la première fois, ils étaient un peu stressés. Et donc, il y a des petites choses qu'ils ont amenées oralement qui se sont perdues et que je n'ai pas pu m'empêcher de rappeler. Et alors, en termes de cet extrait, c'était la question, mais qui est-ce qu'on fait cuire, le petit-fils ou le maïs? Donc, voilà. Là, il y a, et puis, quand il est... Donc, il parle du petit-fils, et après, quand il est bien mûr, et le « il », on ne sait pas de qui il s'agit. Donc, ça a amené aussi beaucoup de discussions là-dessus. Donc, à partir de cet enregistrement, ils ont dû écrire leur récit, donc se mettre d'accord. Moi, je m'occupe de telle phrase, on se réécoute. Quel mot est-ce que j'utilise? Moi, je dis après, toi, tu dis ensuite. Tout ce travail scriptural, quelque part, qu'il a fallu mettre en place. Et comme outil, ils avaient leur grande ligne du temps avec les différents mots connecteurs temporels, mais aussi un tableau que j'ai pris le temps de réaliser après la mise en commun de tous les groupes. Donc il y avait 4 thématiques différentes qui ont été choisies, mais j'ai rédigé un référentiel avec tous les mots qui avaient émergé pour chaque groupe pour qu'ils puissent s'en servir. Et que les titulaires ont retravaillé elles aussi de leur côté en termes de lecture.
Donc voici le tableau avec les actions, les verbes, les mots-outils et les mots pour décrire les moments, puis les noms d'objets, de personnes, d'animaux, des petits mots-outils, des petits mots utiles et aussi des règles de normes avec la majuscule, le point. C'est tout ce qu'on demandait de retravailler. Alors voici un exemple. D'abord, on a rassemblé les ingrédients et les ustensiles. Ensuite, on a préparé la pâte. Après, on a mis au four. Après, on décore le gâteau avec de la farine, de la crème fraîche et des fraises. Toute la famille mange le gâteau et le matin, il ne reste qu'une seule part. Et tout ça sur bandelette, parce qu'après, ils ont dû les mettre en commun et retrier, retravailler leur chronologie. Et bien, ça n'a pas été si facile que ça, de se redire, ah ouais, mais attends, moi j'étais le premier, non, toi t'as fait la deuxième. Puis je dis, mais relisez ce que vous avez écrit. Puis on les a filmés en train de raconter. Malheureusement, ça, j'ai plus les vidéos pour vous les présenter. Mais c'était assez porteur comme dispositif. Donc, mais ça demande un temps de préparation, une organisation assez complexe avec un local à part et du temps d'apprentissage, vraiment. Donc ça, c'était pour l'évolution scripturalité du langage. Le deuxième outil, le deuxième fil rouge que je voulais suivre, c'était chausser les lunettes Flesco. Et suite à une intervention en école, en formation obligatoire, en équipe complète, donc, on s'est rendu compte avec Sandrine Grosjean que ça avait apporté une prise de conscience que la langue de scolarisation, c'était pas qu'une question de discipline de français, où on peut entendre parfois « Ah mais non, cours de FLA, les heures FLA ». Je ne veux voir que du français, de la lecture, de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison. Et alors là, on est dans un aspect hyper restrictif, très normé, et on reste dans la surface de l'iceberg que Sandrine évoquait tout à l'heure. Mais non, ça a permis de vraiment rentrer dans quelque chose de plus vaste et de prendre conscience de certaines choses. Donc, se relever, on leur a demandé de présenter à chaque classe, à chaque niveau, donc de l'accueil M1 jusqu'à la 6e primaire, une activité de tableau à double entrée, que ce soit de la construction, utilisation, peu importe, mais de les regarder avec les lunettes Flesco et de relever ce qui pouvait éventuellement poser problème en termes langagiers. Donc ça a permis de faire apparaître un langage lié au contexte de la leçon. Donc, par exemple, si je suis dans les ateliers avec les petits, ben, je vais avoir le titre des ateliers, des activités, je vais avoir les prénoms de la classe, ben, c'est plus un tableau à simple entrée. Si c'est de l'association couleurs et formes, ça peut être de la géométrie si on classe les triangles selon les côtés et les angles. Et hop, on est parti dans chaque discipline. Mais avoir en tête qu'il y a tout ce langage spécifique est important, mais à côté de ça, il y a aussi tout le langage spécifique au tableau, à l'outil en lui-même, que parfois on omet un petit peu, on le met de côté. Donc colonne, ligne, case, horizontale, verticale, croisement, abscisse, ordonnée, axe chez les plus grands, tous les rapports de position, à gauche, à droite, en dessous, au milieu, croisement, et alors les fameux critères et catégories pour les activités cognitives de catégorisation. Et puis le langage des consignes, qui est intrinsèquement lié aux démarches mentales aussi qu'on va mobiliser. Donc je vais les afficher en même temps, puisque on est dans des activités de tri, de classement, de catégorisation, de justification, d'argumentation, d'explication, mais on les a déjà vus tout à l'heure. La consigne observe, qu'est-ce que c'est observer? Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans de ça, un petit bout m'a mis qu'est-ce que c'est observer, Sofiane? Et il a mis son visage sur sa feuille. Donc c'est regarder de tout près pour lui. Donc voilà, regarder avec attention, regarder de tout près. Donc ça nécessite aussi qu'est-ce que tu vas faire quand tu observes? On va regarder tous les petits détails, qu'est-ce que tu cherches? Des différences, des points communs, donc ça amène tout un vocabulaire. Alors ce relevé collectif, on a vraiment vu une prise de conscience de « waouh, qu'est-ce qui se fait de la M1 à la P6 ?»
c'est un travail en continuité de longue haleine. Et donc, ce tableau, moi, ça me permet, en termes de pratique professionnelle, de temps en temps m'arrêter et d'anticiper pour dépasser vraiment la pensée que les élèves manquent de vocabulaire. C'est pas que ça va bien plus loin. Ça permet de lever des malentendus et d'éveiller notamment à la polysémie des mots. Il y avait le mot ligne tout à l'heure, ligne d'horizon, ligne de flottaison, ligne du temps, pêche à la ligne en géométrie, la ligne brisée, courbe n'est pas la même que la ligne du cours de gymnastique, on doit se ranger en ligne, c'est pas encore la même que la ligne du tableau de l'entrée, c'est pas encore la même que... Donc tout ça permet vraiment de contextualiser. Ah oui, et une personne que j'aime beaucoup m'a dit tout à l'heure, et pourquoi tu n'ajouterais pas la ligne de cours aussi? Donc, voilà, pour la petite touche humoristique. Alors, et quelle place est-ce qu'on donne à l'utilisation de ce vocabulaire spécifique, de cette démarche mentale que nécessite le tableau à double entrée? Pas évident, donc ce chemin de longue haleine dont je parlais, développer le concept progressivement, l'utiliser, compléter le tableau à double entrée, le construire pour aller plus loin qu'une utilisation intuitive où je place le clown avec le chapeau rouge et le nœud vert dans cette case-là. Oui, mais pourquoi? Et ça permet de verbaliser. Alors au début, il y a des enfants qui n'ont pas les mots et ils vont aller montrer la colonne, ils vont aller montrer la ligne. Mais c'est notre rôle aussi de reformuler de manière majorante, de demander un étayage par les pairs. Et une de mes techniques était de, par exemple, là on voit la photo de mon tableau de présence en classe plateau, donc 2 classes de première année, où on relevait, ça date d'il y a 2 ans, où on relevait les présences et les enfants, un enfant devait, après manipulation, hein, je veux dire, c'est vraiment une construction progressive sur plusieurs mois, mais j'arrive à demander à un des élèves de dire à celui qui doit aller placer la trace des présences effectuées le jour même, de dire à l'autre, tu dois regarder la ligne des présents du groupe bleu et aller les placer, donc c'est la colonne, pardon, j'ai plus le... Oui, c'est vrai, les présents et les absents qui sont dessus et les jours sur les lignes, donc tu dois regarder la colonne du groupe des absents dans les bleus et la ligne de jeudi parce qu'on est jeudi et tu as dans la case au croisement tu. Donc c'est un fameux exercice d'aller expliquer à quelqu'un ce qu'il doit faire, mais en même temps ce décentrage permet de reverbaliser et d'utiliser autrement le vocabulaire propre à la démarche mentale. Qu'est-ce que je fais quand je fais du tri, du classement, quels éléments est-ce que je vais rechercher? Alors, on a relevé aussi dans les équipes l'étayage du concept. Comment est-ce qu'il se construit de la maternelle à la P6? Oui, ça je l'ai dit. Il y a des comparaisons, il y a des métaphores. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot juste? Peut-être pas de suite, en tout cas on ne l'exige pas de suite. On l'utilise, on le donne aux enfants, on le mobilise, mais il y a des comparaisons, des métaphores qui peuvent aider, et c'est important que ceux qui suivent soient au courant pour pouvoir se raccrocher. Donc ce qu'on a relevé en formation, c'est les chemins, les armoires avec des tiroirs, les couloirs avec des portes, et pour nous à l'école, c'est les équipes avec des chefs de colonne et des chefs de ligne pour les critères. Donc voilà une évolution de concept. Alors il ne faut bien sûr pas en rester là, il faut associer aux mots corrects, aux mots qu'on va utiliser, en tout cas c'est notre point de vue, et essayer d'enrichir, de faire gonfler ce concept et pour arriver au terme correct, entre guillemets, puisque ceux-là ne sont pas incorrects, ils sont imagés. Mais à partir du moment où on est clair, nous, dans notre tête, de ce qu'on veut en faire. Donc, mobiliser les mots du tableau à double entrée dans des activités qui nécessitent de verbaliser aussi. Donc, on donne une place pour dépasser la réussite intuitive. Donc ça, j'ai parlé du tableau à double entrée avec les présents et les absents. Et une autre activité, par exemple, c'est retrouver les familles, les catégories, donc
et les chefs de ligne, les critères. Donc par exemple, là c'était des smileys en grand, on a joué à ça sur la cour de récréation, les taches de couleur toutes seules, qui forment une des catégories, les émotions neutres, enfin je veux dire sans couleur, qui forment une autre catégorie, et puis alors les smileys colorés qui ont les deux critères. Mais arriver à distinguer et à trier ces deux familles-là, c'était pas une mince affaire. Maintenant, qu'est-ce que ça a été riche au niveau vocabulaire de dire « Ah, mais non, ça c'est la famille des émotions, ça c'est la famille des couleurs, et les autres c'est quoi? Ah, mais c'est ceux qu'on range dans les 15 et qui ont les deux à la fois. » Donc voilà, ça, avec les premières années, c'est une activité, je veux dire, je pense que ça les a bien mobilisés au niveau cérébral, et puis on a joué à se déplacer sur les colonnes, sur les lignes, et à se rencontrer aussi pour bien montrer la réunion des deux critères. Donc voilà, des petites activités qui nous permettent de mobiliser ce temps de verbalisation, de démarche mentale, pour voir comment ils s'approprient le concept. Et je voulais clôturer avec ça. Donc moi, c'est chausser les lunettes Flesco, co-enseigner, préparer ensemble pour les profs. Ça permet de communautariser, d'avoir plus d'idées. Anticiper les 3 aspects du Flesco, ça pour moi c'est quelque chose qui m'aide énormément. Ça aide à lever des malentendus. Du collectif pour les enfants aussi, des temps de verbalisation en groupe restreint, en collectif, apprendre à s'écouter, apprendre à garder les traces aussi et s'améliorer, les faire évoluer. Et enfin, vivre des activités qui permettent des temps de verbalisation des enfants et pas tellement celui de l'enseignant. Voilà. J'ai cru entendre chaussettes Flesco et pas lunettes Flesco. J'ai dit chaussettes Flesco? Ah non, c'est les images. Les voilà. Un tout grand merci Émilie et Sandrine. Donc nous voilà à la deuxième partie de cette soirée.